Madame Salma et Madame Noura Amr. Salim Al-Hala, un peu de voix, s'il te plaît. Alors, Salim, voilà. Je vais tout de suite leur donner la parole en leur demandant de se présenter en debout. Bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs et organisatrices de cette belle rencontre. Merci également au premier panel, c'est une étude très intéressante. Je suis libanaise d'origine et je rêve vraiment qu'au Liban on commence aussi à faire des études si sérieuses pour l'implication des femmes en politique. Alors je suis la présidente de l'association AOSA Belgium. Et AOSA, c'est Arab Women's Solidarity Association Belgium, qui a été fondée, que j'ai fondée avec deux autres femmes, une marocaine et une algérienne en 2006. C'est une association féministe et laïque qui milite pour la promotion des droits des femmes originaires du monde arabe. Nous sommes une association reconnue en éducation permanente et en cohésion sociale. Et nous avons beaucoup d'activités que vous pouvez consulter sur notre site internet www.aoussa.be. Alors, j'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter aujourd'hui Madame Salma Bakar et de mener un peu les débats par la suite. Donc, Madame Bakar, vous êtes née à Tunis, fille unique parmi 6 garçons. Un détail que vous tenez à signaler dans un interview pour les clés du Moyen-Orient, car d'après ce que vous dites, il a forgé votre caractère et votre détermination. Vous avez grandi dans la banlieue sud de Tunis, à Hammamlif, si je prononce bien, un lieu réputé comme ouvert d'esprit plus qu'ailleurs. C'est là où, dans les années 60, on pouvait trouver des éléments féminins déjà à la Fédération des ciné-clubs et des cinéastes amateurs de la vie. Vous dites aussi que cette fédération était une première école de vie pour vous. Lors des westerns et des films romantiques égyptiens, vous passez aux films engagés politiquement en 1965, notamment des films du cinéma russe. Que ce cinéma avait une grande influence sur vous et vos collègues et amis de l'époque. L'image pour vous, c'était refaire le monde. Les films parlaient des inégalités sociales, de toutes les injustices, et vous réfutez l'expression de cinéma amateur au profit de cinéma d'intervention sociale et politique. Moi, je trouvais ça extraordinaire. Je pense qu'on devrait utiliser vraiment ces termes-là au lieu de cinéma amateur, effectivement. Donc, vous êtes présentée comme la première réalisatrice de Tunisie, mais vous corrigez dans vos interviews en mentionnant le nom de votre amie Najet Mabrouch. Vous étiez donc la deuxième avec le film L'éveil. Les problématiques féministes s'imposent déjà à vous dès le premier film. Malgré tout, et c'est le style de fin qui arrive toujours dans vos films, on trouve un réel happy end de la volonté de l'autre. C'est-à-dire que même lorsque l'histoire ne se termine pas bien, les héroïnes de tous vos films restent très attachées à leurs objectifs, à la vie. C'est ce que vous défendez aussi quand vous êtes devenue femme politique. Vous avez beaucoup travaillé sur les questions de liberté individuelle et collective, des droits de la femme et de l'enfant. Vous avez fait une formation de cinéma de 2 ans à Paris en 68. Vous êtes bien tombé en octobre 68. Mais c'est à la télévision tunisienne que vous avez appris le plus, où vous êtes entrée comme assistante pour 5 ans. Vous avez réalisé plusieurs longs métrages, Fatma 75, Habiba Msika, La danse du feu, sur la grande danseuse juive tunisienne, et Khoshkhash, qui ont fait polémique pour diverses raisons. Vous avez travaillé également comme productrice à la télévision, réalisé des séries télévisées et plusieurs documentaires. Vous avez fait tous les métiers interdits aux femmes à l'époque. Vous l'annoncez comme ça. Vous étiez la première assistante metteur en scène à la télévision, la première régisseuse, puis la première régisseuse générale et la première directrice de production.
Mais le plus dur, vous dites, fut lorsque vous avez créé votre société de production. Je m'adresse à Rajaï. Parce que les hommes n'admettent pas que le pouvoir de l'argent soit détenu par une femme. Votre engagement politique a toujours été là, dans vos films, et les sujets tabous que vous y abordez. Mais, à un certain moment, vous dites que vous avez eu peur pour vous et pour la Tunisie, et vous vous êtes dit que cet engagement-là n'est plus suffisant et que vous devez vous engager dans un parti politique. Je vais rentrer. C'est ainsi que vous engagez. Surtout pas, vous avez plein de choses à nous dire. Dans le parti Tajdid, ancien parti communiste tunisien et qui s'appelle aujourd'hui Al-Massar, où vous êtes député. Je suis ravie vraiment de faire votre connaissance, de vous présenter et je vous passe la parole. Merci beaucoup. C'est exactement, c'est presque tout ce que je voulais dire au début sur moi-même. Alors je peux déjà raccourcir, on va gagner du temps. Donc je veux juste insister sur cette première école qui est la Fédération des cinéastes amateurs, qui ne fut pas uniquement une école où on apprenait à faire nos premiers pas de cinéaste, mais c'était une formation militante. On était tous convaincus que par le cinéma, on pouvait changer quelque chose. Et donc, cette formation m'a accompagnée toute ma vie. Et quand j'ai commencé après à vouloir faire de la politique et l'AMC, etc., je me surprenais moi-même en ayant souvent des positions et des analyses d'une grande justesse politique alors que je m'en croyais absolument incapable. Je commençais toujours mes interventions à l'intérieur du parti en disant « Moi qui suis au niveau zéro politique, je vous dis que... » Et à la fin, Samir Taïb, le secrétaire général de mon parti, il en avait ras-le-bol de moi et de toute cette réserve. Il me dit « Arrête de nous jouer la comédie, tu faisais certainement de la politique clandestinement. » Je dis oui à Mamli, chez les cinéastes amateurs. Donc cet état d'esprit de vouloir toujours être dans l'engagement, dans le changement, dans le comment analyser et comment proposer des changements m'a vraiment facilité la tâche le jour où j'ai décidé de faire de la politique. Alors, pourquoi j'ai décidé de faire de la politique? Moi qui avais une sainte horreur, comme beaucoup de gens d'ailleurs, de ce qu'on se représentait comme le politique. C'était quoi? C'était des messieurs avec des costumes noirs, des cravates très foncées, et qui tenaient toujours des discours langue de bois. Et bien sûr, j'avais horreur de ça, et je me sentais à des milliers de kilomètres de cette image. Et je pense que démystifier cette image, c'est ça le parcours que j'ai fait depuis la Révolution jusqu'à maintenant, en essayant toujours d'être moi-même et de ne jamais ni m'imposer à moi-même ni aux autres des idées auxquelles je ne crois pas, et encore moins un discours langue de bois. Et je pense que nous, les femmes, nous en sommes un peu à ça, parce que nous avons pris la parole un peu tard, et particulièrement la parole politique. Et donc tout ce travail qu'on devrait faire, aussi bien un travail de formation qu'un travail surtout sur nous-mêmes, c'est de se réapproprier ce droit à la parole, mais d'une autre manière. Et de ne pas avoir honte, et de ne pas avoir des réserves et de dire « Oh mon Dieu, pourquoi je ne parle pas comme lui ?» Eh bien, je ne parlerai jamais comme lui. Je parlerai autrement. Mais je dirai ce que j'ai à dire. Et j'imposerai mon point de vue en essayant d'être la plus convaincante possible. Et c'est comme ça que j'ai travaillé aussi bien à l'intérieur de mon parti que quand j'étais à l'AMC, qu'aujourd'hui je continue de la même manière. Et je pense que c'est ce que je voulais peut-être un peu dire tout à l'heure à propos des femmes, c'est-à-dire être toujours dans cet engagement militant et d'intégrité, et de dire toujours à quoi je peux servir, qu'est-ce que je peux faire pour changer les choses dans mon pays, et de quelle manière. Il y a toujours moyen de le faire, on ne le fait jamais seul, on le fait toujours avec les autres, en étant dans un choix aussi qui malheureusement de temps à autre et surtout aujourd'hui se limite beaucoup. Donc après toute cette partie-là de ma vie, je veux revenir à la Révolution.
Donc, quand la révolution tunisienne a eu lieu, et que un mois peut-être après, a commencé la révolution libyenne, et qu'on a vu en Tunisie arriver des milliers de réfugiés qui venaient du Bangladesh, qui venaient d'Égypte et qui venaient d'Afrique, où d'ailleurs les pauvres réfugiés ne parlaient ni la langue française ni la langue arabe. Je me suis déplacée avec deux amis comédiens, et on avait bien sûr, comme tous les citoyens tunisiens, des aides en habits, en matelas, en couverture et en bouffe. Et on arrive et il y avait un tel surplus de Ben Guerden jusqu'à Sfax, il y avait des dépôts pleins à craquer. Il y avait même de la contrebande, malheureusement, j'ai découvert ça qui s'est organisé autour de toutes ces aides. Et donc le commandant du camp militaire m'a dit Madame Bakar, si vous voulez être vraiment utile, occupez-vous plutôt du psychique et du moral de ces gens-là qui viennent d'arriver, qui ont été spoliés de tous leurs biens par l'armée libyenne, qui ne savent pas quel va être leur avenir, qui ne parlent pas notre langue. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour eux? Et donc avec un groupe de jeunes de Ben Guerden, j'ai organisé ce que j'ai appelé la tente culturelle. Et la tente culturelle, on avait installé des barils qu'on a empruntés chez comment on appelle ça, le monsieur qui s'occupe des chantiers, avec des planches de bois. Et j'ai organisé un podium. Je suis retournée à Tunis, j'ai loué un écran géant, des appareils de projection de cinéma. En fait, j'ai fait ce que je savais faire. Et je ne savais pas faire autre chose. Et j'ai aussi loué de la sono pour qu'ils puissent jouer, s'exprimer, etc. Tout cela, ça a bien commencé, mais ce n'était pas au goût des premiers prémices des salafistes et des protecteurs de la Ligue de la protection de la Révolution. Ils sont venus voir les jeunes quand j'étais à Tunis, ils les ont menacés, et quand je suis arrivée, ils m'ont vraiment menacée physiquement. Et comme je n'aime pas qu'on me menace et que j'adore relever les défis, j'ai dit, je vais continuer. Mais j'ai eu peur, j'ai eu très peur pour moi-même, et j'ai eu très peur pour mon pays. J'ai réalisé tout d'un coup que ce n'était plus possible de mener une lutte à travers les films, de défendre des principes, de faire de l'art, du cinéma, tout ça c'est bien, mais ce n'était plus suffisant. Il fallait que je m'engage dans un groupe politique, et c'est comme ça que j'ai choisi Etajdid, alors que pendant des années, j'ai milité beaucoup à l'intérieur de l'association des cinéastes tunisiens professionnels, comme secrétaire général pendant 17 ans, et que la plupart de mes amis qui étaient avec moi engagés étaient militants dans le Parti communiste. Et moi, je refusais d'être militante dans le Parti communiste. J'étais très proche de toutes ces idées. Je les soutenais, mais encore une fois, j'avais cette certaine horreur de qu'est-ce que c'est la politique. Et donc, j'ai créé cette fameuse section à Mamlif, donc la banlieue sud encore une fois, et mes premières actions avec mes camarades, où est-ce que je suis allée chercher d'ailleurs les militants Etajdid, dans le vivier des cinéastes amateurs que je n'avais pas revus depuis au moins une trentaine d'années. Je suis allée les revoir un à un, et j'ai dit, écoutez, maintenant il faut qu'on s'engage différemment. On va continuer à faire ensemble de la culture, mais il faut aussi qu'on s'engage avec moins de timidité par rapport à la politique. Et donc on a commencé même à projeter des films, encore des films, sur la place publique à Mamlif. La Ligue encore d'Amamlif est venue nous attaquer, et on faisait des réunions avec les étudiants pour faire de l'orientation. Ça restait toujours, mais on profitait de toutes les occasions pour parler politique, pour analyser ce qui se passait dans le pays. Et puis petit à petit, je me suis laissée convaincre à me présenter pour les élections de 2011. Et encore une fois, je suis allée instinctivement vers les gens. Je suis quelqu'un qui suit beaucoup son instinct. Ces Tunisiens, ces citoyens de Ben Arous, la banlieue sud, une banlieue très déshéritée, très populaire, où il y a un grand taux de chômage, de pauvreté. Les gens vivent vraiment au-dessous d'un taux normal et tolérable de pauvreté. Et surtout, comme tous les Tunisiens, ils venaient de subir plus d'une quarantaine d'années de la dictature médiatique. C'est-à-dire la chaîne de télévision tunisienne nationale était au service
du pouvoir et en aucun cas ne montrer le quotidien de ces gens-là. Ils n'avaient pas le droit de s'exprimer parce que même quand on montrait, surtout du temps de Ben Ali, la misère, à la fin, il fallait qu'ils concluent toujours « Alhamdoulilah ». Tout le monde était content, on était dans la pauvreté, Alhamdoulilah. Donc, après la Révolution, les deux chaînes nationales et les autres chaînes qui se sont créées ont commencé à nous révéler l'horreur et l'ampleur de toute cette misère, et les gens avaient besoin de se voir, de s'entendre parler à travers une caméra. Donc j'ai pris ma caméra et j'ai commencé à faire ma campagne électorale, non pas en proposant moi aux gens ce que je voulais leur proposer ou ce que je pouvais leur promettre, d'ailleurs j'avais rien à leur promettre, sinon que j'allais être très disponible pour écrire le Destour et que pour que je fasse bien mon travail, j'avais besoin de savoir ce que eux attendaient de ce Destour, qui allait définir enfin leurs droits. Et ça a marché, parce que plus j'avançais dans la campagne, plus je réalisais que cette caméra, c'était ma meilleure arme pour atteindre le cœur de ces gens-là, pour qu'ils puissent me faire réellement confiance. Donc, aujourd'hui, comme je vais tout le temps parler entre politique et cinéma, je vous ai ramené avec moi des petites vidéos, parce que suite à cette campagne, j'ai tourné des heures et des heures d'images. Après, j'ai monté un petit documentaire de 16 minutes, et à la fin de la campagne, j'ai invité les gens que j'ai filmés, plus bien sûr les gens qui soutenaient ma campagne, et je leur ai présenté ce document pour qu'ils puissent réellement se voir. Et c'était très très émouvant. Il y avait, les gens pleuraient dans la salle. Donc là, j'ai repris le document et je vous ai remonté à peu près 4 ou 5 minutes. Donc, Nejed, merci de balancer le numéro 1. Le début de... Je vais peut-être continuer à faire quelques commentaires. Le début de la campagne correspondait à la commémoration des événements de Borj Sedria, quand Borj Sedria a été attaqué et que le camp palestinien, que pas le son. Oui, bien, mais moi je l'ai coupé. واسمي لمن يعرفه طارق واسمي لمن لا يعرفني محمد البوعزيزي نصب القامة يمشي مرفوع على هامة يرفع لكفي أصفة زيتون وعلى كتفي نعشي وأنا أمشي وأنا أمشي وأنا أمشي وأنا أمشي صوت هكذا. احنا القطب الديمقراطي الحديث مجموعه من الاحزاب كمينا مع بعضنا، عندنا برنامج موحد وقائمه موحده في ولايه بن عروس، وانا رئيس القائمه مدام سلمان. هذا برنامج كان عجبك برنامج وعندك ثقه فينا وتستوطنا كي تمشي تصوت تتلوج على النجمه بعدك 35 صوتوا وقولوا لاولادكم جيتكم هذيك البرنامج نتاعك. وفارة واقفة يا برنامجكم مكتوب خذ الاولاد ولا يعرف يقرا اقرا. في اللقاءات هذه نحاولوا باش نرجعوا الحقيقه ونقول لهم راهو احنا
نحترموكم ياسر، ما نحبوش نحكروا الشعب التونسي باش نعملوا له وعود غالطه. يكتب العيد يقول نكتبوا دستور ومن بعد نعطيوه للنقاش. انا زاد ديما كسينمائيه وانا ندرس السينما وندرس كتابه السيناريو، نقول ديما للتلامذه بتاعي راه كتابه السيناريو ما تبداش وقت اللي تشد ستيلون وقت تقعد قدام الاورديناتور نتاعك، راهي كتابه السيناريو الحقيقه تبدا في المخ وفي الخيال. حديث عيد في الربيع مفيش هذه باش تخرج معي. نحب انا يخرج بنتي جميل، بنتي تخرج مع الحب كابتها نحبها تخرج برا ما تجيش انت تعرفش. هذه هي معنى الديمقراطيه الصحيحه، وهذه هي معنى الحريه واحترام الاحترام للآخر. كانت فتره علينا الماء من غاديك ما عادش ينجموا ياكلوا. ساعات تجي ساعات ما تجيش، لازم يعملوا سبيسيال نحن كراهو. الماء فما اما الضوء ما فماش، فما عاملين لنا 4 انبوبات في الفاتشاتا كوم كوا هاو عندنا ضوء، والداخل ما عندناش. تو نوريك منين يجيو الصغيرات كي يروحوا الخمسه يروحوا دنيا ظلام وماء وتعرض لهم. القراءه كلها ما كانتش هكاك، هزوا منها الكنوز شادوا قالوا لها هكاك القراءه. باش تتغير الوضعيه ملي ما تحبش تتغير ما يرحموا ما عاد حتى رئيس يجي. احنا اسلاميين احنا كنا مسلمين لكن هذا يسمى الحزب المسلمين ما نجموش. نحن شباب مش علينا شيء. البرازيزي يحرق روحه يا اخي كيكا، هو غلط ظلم خاطر هي بدات الحكايه واللي حرق عليه روحه سيبوها ينصف. هاي الدنيا قد تقاد على خالف الانسان ينصف، وتوا هاي الامور توا مازالت هي بيدك. اما توا انا نحب نقول لهم حاجه، اللي راهو العباد هذيا اللي قاعده تخدم قاعده تستنى بعد الانتخابات كيما نحن بعد الانتخابات ثم حكايات اخرى جديده باش احنا نقيموا بها. احنا مع حزب اللي مشينا حذرهم من الاستبداد. بردي نفس المشوار. صغار يا بوما ريتيش دعينا بالمية من واحد معناتها ما وصل له وحروح هكا معناتها ما عادش باوي. يلزم الحكومه تغزل وضعيه الناس الزواوره اللي كاينه، الناس المزمره اللي كاينه. يصدقني اذا كان ناقف انا وياه زوج نضيعوا بالشر. ولا غير ما نجمش، مراه رجاله ما نجمش، انا بيتي مريضه، الناس اللي جاك مريض. نحن عندنا في شمك اللي هو راه تونسي بصفه عامه راه عنده خشم وما يطيحوش، يصبر 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 يصبر. اذا كان دار عليك طبيبك ربي. Bon, alors suite à ces élections, je suis arrivée à l'ANC. L'ANC où, grâce d'ailleurs à cette loi qui a été votée à l'intérieur de la haute instance pour ce nom impossible, la haute instance de la sauvegarde des principes de la Révolution. Je pense que la chose la plus géniale qui a été faite et décidée, c'est que c'est l'histoire de la pariété. Oui, mais c'était uniquement la pariété verticale. Ça veut dire quoi verticale? Ça veut dire il faut que dans chaque liste il y ait un homme, une femme ou une femme, un homme, mais généralement la plupart des partis, sauf ce regroupement d'ailleurs, le pôle auquel j'ai appartenu, qui non seulement a respecté, bien sûr, c'était évident, il fallait, c'était la loi, la pariété verticale, mais qui s'est imposé aussi la pariété horizontale, puisque sur 33 listes, 16 listes avaient comme tête de liste des femmes. Le résultat, c'est qu'il y a eu à peu près, c'est un nombre un peu fluctuant, 66 députés femmes sur 217 députés, mais dont 42 femmes appartenaient à un seul parti, qui était le parti Nahda, qui avait gagné les élections haut la main. Et donc, dans le parti Nahda, il n'y avait qu'une seule femme, paradoxalement, la seule qui n'était pas voilée, Souad Abdelrahim, qui était tête de liste. Toutes les autres femmes Nahda étaient ou deuxième ou quatrième. Mais comme ils avaient vraiment gagné beaucoup de sièges,
beaucoup de femmes Nahda étaient là parce qu'elles étaient ou 2e ou 4e sur les listes. Donc sur les 66 femmes, il y avait 42 députés qui appartenaient à un seul parti, qui est le parti islamiste. Donc dès le premier jour où nous nous sommes présentés, on a commencé déjà à créer cet embryon du groupe parlementaire démocrate dont vous avez, j'espère, entendu parler, qui a été très très agissant, même si notre nombre n'est pas grand du tout. On était à peine 33 députés, mais dès le premier jour, on a donné un peu le ton de ce qui allait être nos luttes par ailleurs. Nous avons convaincu notre amie Maya Jribi de se présenter comme présidente, comme candidate à la présidence de l'ANC face à Moussa Ben Jafar, alors qu'on savait pertinemment que le jeu était déjà fait et que la Troïka, qui est donc composée du parti islamiste plus Takatel et le CPR, avait déjà décidé que c'est Moussa Ben Jafar qui allait et que par vote on savait que c'était lui. Mais c'était un principe très important pour nous, non seulement de présenter un candidat démocrate, mais une candidate démocrate. Je me suis aussi laissé convaincre de me présenter moi-même face à Maherdi El Abidi pour le poste de vice-président. Bien sûr, Maya et moi, nous n'avons pas gagné du poste, mais on le savait d'avance. Mais on voulait imposer ce jeu de la démocratie et de l'importance du rôle de la femme politicienne à l'intérieur de l'ANC. Et puis après, je veux apporter un témoignage. Je ne vais pas beaucoup parler des femmes dans le groupe démocrate, c'est évident, toutes ces femmes magnifiques qui sont Salma Mabrouk, Najla Bouriel, Rim Mahjoub, etc. Mais je veux apporter un témoignage réel et sincère par rapport aux femmes Nahda, justement, qui ont été les véritables fourmis ouvrières de l'ANC. Elles ont réellement, avec tout ce que ça comporte comme intrigue, comme tout ce qui nous a opposés les unes aux autres et les uns aux autres, mais elles étaient là et elles ont abattu un travail incroyable. Et personne ne peut renier le fait que le véritable président de l'ANC, c'était Maherdi El Abidi et non pas Moussa Ben Jafar. Tout passait par elle. Mais paradoxalement, quand il y a eu les deux gouvernements de la Troïka, il n'y avait toujours qu'une seule femme ministre, celle de la traditionnelle ministre de la femme, et rien d'autre. Et c'est toujours ça le paradoxe du politique, c'est-à-dire les femmes, les militantes travaillent, elles sont là, mais quand il s'agit d'exercer le pouvoir réel, on ne sait pas pourquoi, c'est toujours les hommes qu'on retrouve à l'avant-garde de la décision politique. Peut-être que ce n'est pas tellement à moi, j'espère qu'un jour vous ferez ce genre d'enquête, messieurs et mesdames les universitaires, pour qu'on puisse expliquer ce mystère, parce que les compétences sont là, dans tous les camps politiques. Mais quand il s'agit d'occuper ces postes de premier rang, il y a toujours quelque chose de bizarre qui se passe, et d'ailleurs j'anticipe en disant que le vote utile, où 1 million de femmes ont voté Nidetoun sur 1,5 million, on s'est retrouvé au début avec 3 femmes ministres et 2 secrétaires d'État, et maintenant on est de nouveau aux 2 traditionnels. Non, le tourisme c'est arrivé entre-temps, et ça c'est une histoire un peu particulière, mais c'est l'histoire qui se répète tout le temps. Donc la question c'est de se dire, est-ce que tout cela vient de ce que moi j'ai appelé tout à l'heure l'abnégation des femmes? Est-ce qu'on se sent nous-mêmes plus confortablement installés dans notre rôle de second rang, ou est-ce qu'il y a autre chose de beaucoup plus, peut-être de plus perverse dans l'attitude des politiciens hommes qui fait que, non, quand il s'agit de gagner des places, c'est nous d'abord et les hommes, je suis désolée, c'est comme ça, c'est pas un point de vue uniquement féministe, mais c'est une réalité qui ne s'explique pas facilement dans un pays comme la Tunisie.
où la femme a réellement prouvé, surtout après la Révolution, qu'elle a un rôle réel et très important à jouer. Et qu'on le voit même à l'intérieur des partis. Même quand elles ne sont pas forcément comme Maya Jeribi, qui a été un cas très exceptionnel où elle est secrétaire générale. Aujourd'hui, il y a encore 2 autres femmes dans des partis de droite. Mais même quand elles ne sont pas secrétaires générales, elles sont dans les bureaux exécutifs, dans les bureaux politiques, elles sont très actives. Moi, je pourrais presque adresser le même questionnement, même à mon propre parti, où nous sommes plusieurs femmes à être très actives dans le bureau exécutif. Toujours, on est en train de jouer d'une manière consciente ou inconsciente, certainement très inconsciente, le rôle des secondes, celles qui font marcher les choses, celles qui travaillent, celles qui font avancer, les poseuses de problèmes, parfois c'est des vraies emmerdeuses aussi, mais elles n'occupent jamais la place de premier rang. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Je veux être juste parce que j'ai parlé des femmes démocrates, du groupe démocrate, et j'ai parlé de celles du parti islamiste, mais j'aimerais aussi parler de femmes comme Lubna Jeribi, dont le parti était malheureusement engagé dans la coalition Troïka, mais qui a mené une lutte, une féroce lutte pour les droits, pour les libertés, et aussi Semia Abou, à qui j'aimerais vraiment rendre hommage. Et tout à l'heure aussi, dans ton intervention, tu as attiré mon attention, c'est-à-dire Semia Abou, de par son caractère et son tempérament, si elle était un homme, elle serait l'héroïne aujourd'hui de l'Assemblée nationale des représentants du peuple. Et s'il y a ce rejet par rapport à elle, c'est parce que elle s'exprime de cette manière-là. Et c'est un crime qu'on pardonne facilement pour un homme, mais pas pour une femme. Les positions de Semia Abou, moi je l'écoute énormément, elle est très 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 souvent juste. Mais c'est la manière de faire qui rebute les gens. Pourquoi ? Parce que c'est une femme. Quand un homme s'exprime de la même manière, on aurait fait de lui un héros aujourd'hui. Parce qu'elle est toujours dans la revendication, dans la contestation, etc. Mais c'est une femme. Donc, mesdames, c'est à nous, peut-être, de trouver une autre manière de nous exprimer, parce que, personnellement, je suis toujours dans l'efficacité. Je suis quelqu'un de très pragmatique. Peu importe les moyens, l'essentiel, c'est d'arriver aux fins qu'on a envie d'atteindre, finalement. Et de toute manière, il n'y a pas à être dans le complexe de se dire « Ah, j'ai fait ça parce que je suis femme ». C'est pour ça que j'ai laissé des images ici où les femmes poussent des youyous, où les femmes s'embrassent. Et je vais vous montrer dans le deuxième élément comment les femmes ont existé dans le sit-in du Bardo. Comment elles ont porté le sit-in du Bardo, mais de mille et une manières différentes. On était là pour faire des discours politiques, on était là pour organiser, pour lancer les slogans et les hurler. On était là pour organiser les conférences de presse, on était là pour nourrir les autres, on était là pour faire la fête, on était là à 1h du matin pour recevoir les couples de mariés qui ont pris l'habitude de venir chercher la bénédiction du sit-in comme si elles allaient à un marabout. Et vous allez voir des images très amusantes où elles venaient tous les soirs, on restait là à 1h, on était « Ah, il n'y a pas de mariés ce soir » et puis tout d'un coup, 1, 2, 3 voitures arrivaient et les mariés descendaient et on les accueillait avec l'hymne national et avec les youyous et on dansait avec elles, on les couvrait du drapeau tunisien et tout ça c'est un tour. Et quand je parle aussi du sit-in, c'était une manière de résister, de faire durer le sit-in et de lui donner la vie. On était en même temps des militantes, mais on était les mères nourricières de l'imaginaire et de l'estomac aussi. Non? Tu vas... Je vais pleurer.
Bon, alors, non, je dois, avant de lancer le deuxième élément, je voulais juste l'importance du rôle des femmes aussi de l'ANC dans les commissions, et particulièrement dans la commission des droits et libertés, où de grands enjeux se sont joués. Et je veux toujours rappeler que c'est grâce à Salma Mabrouk qu'il y a eu toute cette polémique autour du mot complémentarité, qui est devenu un débat plus que national, international, parce que c'était la première à avoir saisi l'enjeu qu'il y avait derrière ça, même si derrière ce mot, il y a aussi une autre petite histoire. Je vais la raconter parce que je suis là pour raconter. J'étais vice-présidente de la commission droit et liberté. Et Farid Al-Abidi, la fameuse Farid Al-Abidi, était ma présidente. Et au mois de mars, il y a eu, mars ou avril, il y avait le congrès de Nahda. Elle devait s'absenter avec une grande partie des membres de la commission qui était Nahda. Et de par le règlement intérieur, moi, en tant que vice-présidente, je devais présider les séances et j'avais le droit de passer au vote. Et je me rappelle que pendant 2 jours, on a discuté d'un article qui concernait la famille et non pas la femme. Et ils avaient laissé ce texte présenté par quelqu'un qui était dans le groupe Nahda mais qui n'est pas dans le parti Nahda, où il y avait utilisé ce mot de complémentarité. Nous, bien sûr, on était très à l'aise pendant ces 2 jours, puisqu'on était majoritaire, et donc on a écrit un article superbe sur la famille. On l'a passé au vote, il est passé à l'as. Quand, au bout de quelques jours, Farida est revenu avec tous les autres membres Nahda, ils étaient catastrophés par l'article qui concernait la famille. D'ailleurs, ils l'ont relégué très vite vers la commission des principes généraux pour que de l'autre côté, Sahbatik puisse faire pression pour en faire autre chose. Ça, c'est la petite histoire. Et il fallait absolument qu'ils placent ce mot de complémentarité. Donc après, nous avons discuté de l'article concernant la femme, et c'est comme ça qu'ils sont arrivés à nous imposer ce mot à l'intérieur de l'article pour la femme. Et c'est Salma Mabrouk qui, le soir même, a fait un post sur Facebook, et c'est comme ça que tout le monde s'est mis à rejeter ce mot, qu'il a eu une mobilisation magnifique de toute la société civile tunisienne, toutes les associations, et qu'il y a eu cette fameuse marche du 13 août 2012, et c'est par ça qu'on va commencer le deuxième élément. Souvenir, souvenir. Tu pleures pas, Najib. Le son. Les reviens, s'il te plaît, c'est important. Ah d'accord, ok, un moment. Les slogans. Et surtout le slogan d'absurde, hein, c'est mon association. Voilà. بالنسبه للتنظيم اللي تصورناه باش يكون هو زاد رمزي، ماناش باش نعملوا مسيره ولكن باش نعملوا جسر متكون من بشر، من اجساد ينطلقوا من 5 نقاط.
الناس الكل باش تشد ايدين بعضها. اذا كان كنا بعاد وماناش برشا ممكن كل جسد ياخذ مترو ومن بعد كل جسد ينجم ياخذ 4 مترو، اللي في اخر المطاف نوليو جسر كامل من بطحة باردو حتى للقصبة. ان شاء الله تكون هذه معناتها الصوره تكون رمزيا واضحه، وانه نحبوها ترمز على الوحده اللي موجوده والاراده الجامعه ما بين النواب وبقيه الشعب التونسي. شويه ابداع واخراج، اما هو راهو اخراج جماعي شاركوا فيه على القليله 20,000 مواطن تونسي من بطحه الباردو حتى القصبه. مرة أخرى الشعب التونسي والنواب متاعو حبوا يعبروا على تضامنهم مع بعضهم اللي هما فقط كلمة واحدة. وقلت رغم الداء والأعداء والأساء اللي في قلوبنا زاد على زميلنا محمد برامي. Bon, je veux encore apporter encore un ou deux autres témoignages quant au rôle des femmes à l'ANC. Par exemple, quand fin juin 2013, donc après avant l'assassinat, avant le sit-in du Bardo et avant l'assassinat de Mohamed Brahmi, quand Moussa Ben Jafar c'est-à-dire, voilà comment ça s'est passé. On avait travaillé dans les 6 commissions constitutionnelles. Nous avons abouti à des propositions d'articles qui étaient pas mal du tout. Mais après, moi je l'appelle le rédacteur en chef, M. Habib Khedr, avait récupéré tous ces travaux de la commission à l'intérieur de ce qu'on appelle la commission de rédaction et de correction définitive. Et au lieu de se contenter uniquement de corriger les textes, il avait tout modifié. Donc, tout l'esprit de la nouvelle constitution avait changé. Mais étrangement, le président a trouvé que c'était le meilleur destour du monde. Et alors, les premières, encore une fois, à avoir réagi, c'était Salma Mabrouk et Salma Bakar, à l'intérieur. On s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va faire. Et je me rappellerai, avec encore une fois ce droit à la parole qu'on prend difficilement, nous les femmes. J'avais entendu parler d'un grand séminaire des plus grands experts en droit constitutionnel à l'Afrique. J'ai dit à Salma, on va y aller, on va dénoncer. Ils étaient en train de débattre et de discuter de cette copie-là. Nous sommes allés les voir et j'avais timidement demandé la parole. Je me rappelle qu'à la fin, il faut lui donner la parole. Maintenant, on a autre chose à se dire, ça veut dire que c'est sérieux ce qu'ils se disent. Et après, moi j'ai pris la parole et j'ai dit, vous êtes en train de vous mettre le doigt dans l'œil. Ce document sur lequel vous êtes en train de travailler n'a rien à voir avec la vraie constitution. La vraie constitution, elle est cachée dans les tiroirs des différentes commissions. Et ce n'est pas celle-là. Et c'est comme ça qu'on a commencé à dénoncer. C'est comme ça qu'on a formé avec plusieurs députés, mais la majorité c'était des femmes, plus quelques-uns qui m'a Norman Ferri ou Ali Beshrifa. Et nous sommes allés rendre visite pour expliquer tout ça à toutes les instances importantes. Nous sommes allés à la Ligue des droits de l'homme, chez les avocats, etc. Et puis finalement,
nous sommes allés voir le président de la République, Monsef Marzouki, contre lequel nous avons déposé une motion de censure 6 mois à l'avance, avant cet événement-là. Et chaque fois qu'on demandait à Moussa Ben Jafar de désigner une séance plénière pour débattre de la motion de censure, il faisait la sourde oreille. Donc nous sommes allés voir Monsef Marzouki et nous avons eu un long débat avec lui et on lui a dit, Monsieur le Président, c'est sous votre responsabilité, si vous signez cette copie, ça veut dire que vous allez truquer l'histoire de la Tunisie. C'est une fausse copie. Alors il a dit, je vous promets, je ne signerai pas cette copie. Le lendemain, Moussa Ben Jafar avait désigné pour 2 jours après la fameuse séance plénière pour la censure, la motion de censure contre Monsef Marzouki. Alors, toujours à l'intérieur du groupe démocrate, les femmes, qui étaient tout le temps en train de faire comme ça des petits calculs, on s'est dit, puisque c'est comme ça, la motion de censure contre Monsef Marzouki ne nous intéresse plus. On va pas voter contre Marzouki, on va voter pour lui. Il y a eu un débat, mais houleux, je vous rappelle, je ne vais pas dire qui, parce que c'est un peu gênant, mais les députés, les plus démocrates, n'étaient pas d'accord sur cette tactique. Ils ont dit non, on veut l'enlever parce qu'il faut l'enlever. J'ai dit, moi, pour le moment, ma priorité, c'est la Constitution. Ce n'est plus Monsef Marzouki. Il va partir de toute manière. Il va mourir de mort naturelle. Et justement, on a eu cette séance plénière et nous avons voté contre notre propre demande de motion de censure pour que Monsef Marzouki tienne sa promesse et ne signe pas Et après, tout le monde a su que c'était la fausse copie. On a commencé à en débattre, mais malheureusement, après tout ça, il y a eu l'assassinat le 25 juillet de Mohamed Brahmi et le sit-in du marteau. Donc, à notre retour 3 mois après, il y avait d'un côté les discussions à l'intérieur de l'ANC et la commission du consensus, où on était très très bien représentés, encore une fois, par les femmes du groupe démocrate, Rim Mahjoud, Salma Mabrouk, moi, et Hasna Marsid, qui était devenue indépendante et qui avait rejoint ce qu'on appelait le groupe démocrate large. Et on était tout le temps, moi je me rappelle que je faisais tout le temps des va-et-vient entre l'ANC et le siège du dialogue national qui commençait à se tenir. Et quand on voyait le danger venir, on allait faire intervenir Hossein Abessi pour lui dire attention, ils ne veulent pas voter sur ceci où il y a telle chose, l'article tel, il faut faire attention. Et donc lui réagissait à l'intérieur du dialogue, il disait de toute son influence et son autorité pour que Cheikh arrive à l'ANC et fasse changer d'avis ses députés. Donc aussi, même après le vote de la Constitution, par exemple, une autre anecdote qui n'est peut-être pas très très importante sur le plan politique, mais qui est assez symbolique, Mahmoud Bounet, qui était un journaliste qui a travaillé pendant de longues années à Al Jazeera, était retenu comme prisonnier à Qatar. On lui avait interdit le droit de quitter Qatar depuis plus d'1 année. Nous avons constitué un comité où majoritairement députés femmes, et nous sommes allés voir l'ambassadeur de Qatar et surtout notre ministre des Affaires étrangères pour lui dire que c'était inadmissible et qu'il fallait absolument faire quelque chose. C'est un citoyen tunisien qui était en danger et qui était pris en otage dans un pays comme le Qatar, et c'est grâce à ça que quelques mois après, il a pu s'en sortir. Bon, moi j'avais préparé un 3e élément, mais franchement je trouve que voilà, tout ce que je voulais dire dans cet élément, c'est des extraits d'un court-métrage qu'a tourné sur moi une jeune réalisatrice pendant la campagne électorale de 2014. Il n'y a rien de très particulier, c'est plus ou moins les mêmes images, mais c'est un questionnement. C'est que j'avais fait mon travail, et tout le groupe avec moi, on avait utilisé les mêmes moyens que 2011, mais beaucoup plus performants, parce qu'on connaissait mieux le terrain, avec des moyens plus développés,
mais nous n'avons pas réussi à arracher ce siège à Ben Arous. Pourquoi? À cause du vote utile, à cause de toute cette peur que tous les Tunisiens ont portée, mais peut-être que nous, les femmes plus particulièrement, on a eu tellement peur pour ce pays. C'était toute cette suite d'assassinats politiques, d'assassinats des militaires, des gardes-corps, et c'était, non, les gardes-corps c'était pas encore là, c'était surtout les militaires de la montagne de Shaabi, et on avait tellement peur et on réalisait que la seule alternative pour dire non aux idées rétrogrades qui pouvaient revenir, au terrorisme, à la violence, c'était d'accepter le principe du vote utile. Et que nous sommes en train aujourd'hui de regretter amèrement. Donc, une fois que je n'ai pas pu retourner en tant que députée, j'ai décidé, non pas de retourner à mes fourneaux, parce que je cuisine très mal, mais de retourner à ma caméra. Et quand j'avais un projet en instance, un long métrage, El Jeda, qui vient de sortir à Tunis, et que j'avais écrit depuis 2007. Mais que bien sûr, avec toute cette expérience politique, je ne pouvais plus aborder le film de la même manière. C'est-à-dire l'histoire était là, c'est une histoire qui se situe dans les années 54-55, quelques mois avant l'indépendance, et un an et quelques avant la promulgation du Code du statut personnel. Au départ, le film devait raconter la misère et les déboires de toutes ces femmes qui étaient retenues comme prisonnières dans une institution qui s'appelait Darjouet et qui existait depuis le XVIe siècle, dans laquelle on plaçait les femmes comme dans une maison de redressement. Les femmes qui étaient récalcitrantes à l'autorité d'un homme. Donc, dans l'écriture première, je me suis contentée de démontrer à quel point le Code du statut personnel était une chose extraordinaire pour toute cette génération de femmes et tout. Mais après, quand j'ai vécu toute cette expérience à l'ANC, l'expérience politique et tout, je ne pouvais plus aborder le problème de la même manière. Donc j'ai fait une réécriture où je me suis beaucoup approfondie sur le côté juridique et religieux à travers lequel qu'on utilisait pour condamner ces femmes, à travers les tribunaux religieux. Et pour cela, j'ai aussi dramatiquement, j'ai inventé un petit personnage qui devait avoir 8 ans, c'est à peu près mon âge, en 54, et qu'on retrouve député à l'ANC. Donc je voulais vous faire ce petit cadeau à la fin. C'est la séquence finale du film, parce que je trouve qu'elle constitue aussi une très bonne conclusion pour tout ce que j'ai essayé de dire dans le désordre pour cette intervention. Pas de son. Sinon, je te donne la cassette. Il y a le volume de son. Il n'y a pas de son. De toute façon, mais c'est dommage. Non, non, il faut si tu veux, يمشي l'exercice d'intérêt, elle a fait le allez, c'est pas la c'est pas montage, on a repliqué, c'est tout. Parlement ou non, c'est pas non, il y a les deux. Oui. C'est la lire à partir du DP2. Voilà.
C'est beaucoup plus comme elle. Oui, mais c'est pas tellement le principal. Oui, c'est important, mais c'est pas ce qui. Je crois qu'on est. Aujourd'hui, le problème, à mon avis, important, il faudra c'est compliqué quand même quand on est dans certaines régions. C'est un fait. Parce qu'en fait, mais dans beaucoup des pays, il y a des pauvretés. Oui, il y a certainement des cas, c'est vrai. Oui, mais non, une pauvreté excessive, c'est vivre. Parce que finalement, les solutions à tout bout de champ, le développement économique, la réussite, c'est tout ce qui va s'apprendre. C'est que ça, tu n'as pas de stabilité. Voilà, c'est ça. Cette fragilité, mais c'est dans tous les pays comme ça. C'est un cercle. Oui, c'est plus extrême. Voilà, c'est pas le problème. Le problème, c'est que nous ne parlons pas de la même chose. Les filles, on est le chômage et tout. Oui, d'accord. Socialement, soutenu par l'État. Il y a un social, il y a un minimum de survie, etc. Le problème, c'est que si chaque fois tu as de toute façon, le pire, c'est les guerres. Oui, il peut exister. Tout le monde, ici, là-bas, ou n'importe partout. C'est à partir de tout le monde. Qui gagne dans cette sauf les armes. Sauf ceux qui ont des armes. Et qui font le commerce. Ah non, mais d'accord pas. Ça, c'est toujours les vrais responsables qui préparent les guerres. Oui, c'est bon. Oui, alors, comme il n'y a pas de son, je vous demande de suivre les sous-titrages. Je reviendrai avec le film entier. Voilà, c'est mieux. Ou alors vous faites quelques commentaires si vous voulez. Non, parce que l'essentiel c'est de saisir ce qu'elle dit. Je ne peux pas le faire à ça. Ah bah voilà. En fait, c'est la scène finale c'est la scène finale du film où j'ai pu faire un saut dans l'espace entre les années 55 et 2002 à l'ANC. C'est bon, sinon on voit. Merci, bon. Non, pour la lecture, non. Il vaut mieux éteindre. Assemblée nationale. On entend déjà la voix ici. Ah. Ok. Non, on n'est pas une communiste en fait. Si par un livre, vous pensez que l'arabe, oui, il faut reconnaître quelque chose. C'est sous-titré.
On entend le groupe à droite crier, protester. Je ne peux pas le faire. Ici, il y a ma voix à moi qui est introduite à la place de la voix de la communauté. Il faut lire maintenant le reste du texte. Ça va venir en français, ne vous inquiétez pas. Non, voilà. Un grand merci. J'ai juste quelques mots à dire par rapport à ce que vous venez de nous présenter et par rapport aussi à l'expérience ici en Belgique. C'est vrai que cette solidarité entre les femmes politiques, peu importe les partis, est hyper importante. Nous, on l'a vécu ici en Belgique pour la création du ministère des droits des femmes. Et c'est vrai que c'était grâce à la coalition entre les femmes politiques de tous les partis qu'on est arrivé à cela. Par rapport à la position des femmes, par rapport à leur peur et occuper le deuxième rôle, toujours, c'est vrai qu'on a un héritage de milliers d'années. On n'exagère pas quand on dit ça. Donc il faut qu'on travaille beaucoup sur la question psychologique. Effectivement, comment on a intériorisé toutes ces discriminations et aussi travailler sur les rôles qui sont toujours genrés dans nos sociétés. On continue à dire jusqu'à maintenant, voilà, peut-être qu'on doit arrêter de dire que derrière chaque homme, un grand homme, il y a une femme et dire que voilà, on peut être l'un à côté de l'autre sans problème. La parole est à vous maintenant, si vous avez des questions, des interventions. J'aimerais simplement savoir et dire qu'il faut beaucoup plus de femmes comme vous, courageuses comme vous. Et ce sera la génération qui suit. Oui, mais je parle d'accord. Oui, madame. Ce que vous avez dit sur le fait que souvent les femmes sont en second, je pense qu'on observe ça aussi dans les... Enfin, c'est général, et on observe ça aussi dans les entreprises, sur le lieu de travail. Et moi, je pense que c'est lié à une représentation mentale que tout le monde, je crois, hommes et femmes ont en tête. On identifie un chef, un responsable à un homme. Et je pense que ce qu'il faut faire, c'est effectivement forcer un peu les choses pour que les femmes occupent ces postes et qu'on voit que ça marche aussi. Et ça va changer la représentation mentale des gens à la longue, mais ça va sûrement prendre beaucoup de temps. Bonsoir. Je représente ici une association à Anvers, des Marocains, et je suis bien heureuse d'être parmi vous. Je tiens d'abord à souligner tout mon respect à Anna, à toute son combat, son activisme. Ça inspire, mais comme Madame a dit
Je crois que ce n'est plus de nos jours. Et comme je dis toujours, arrêtez de demander un droit qui nous est de base accordé. Bien sûr, prenez. Il faut faire un travail sérieux. Il faut vraiment, si je dis on dit en flamand, arrêtez de parler d'un sujet. Il faut vraiment porter action. Et je suis un peu très émotive de ce film-là que j'ai vu à la fin, La Petite Fille. Je crois que chacun de nous, chaque femme, a toujours la petite fille qui veut avoir sa liberté et qui combat pour l'avoir. Encore tout mon respect, et puis j'aurai l'occasion de vous inviter dans une journée tunisienne marocaine, si Dieu le veut. Merci à vous, madame. Au revoir. Certainement. Je ferai tout mon possible. D'autres questions? Bonsoir encore une fois, avant de partir, parce qu'on est en On n'entend pas, on n'entend rien. Et maintenant? Là, ça va. D'abord, je suis très heureuse et ravie d'avoir une grande personnalité comme Madame Sana Bakar. Voilà. Ravie encore d'être parmi les Tunisiennes qui habitent à Anvers et personne ne parle de la femme tunisienne. Je suis peut-être au consulat, il y a une ambassade, la seule tunisienne qui est un petit peu active sur la Flandre. Vous parlez de la Tunisie, mais il y a une femme tunisienne quelque part aussi dans le monde, ici, surtout en Europe. On n'entend pas parler des activités des femmes tunisiennes. Ça, ce que j'ai remarqué, voilà, je suis un petit peu émue, parce que je trouve qu'aujourd'hui, on parle trop, on n'a rien fait. Rares les femmes qui sont là et qui donnent quelque chose. Il n'y a que des idées, c'est théorique, il n'y a rien sur le plan réel. Et j'espère même que ce jour, ça va changer, puisqu'il y a une nouvelle génération. Il n'y a rien qui passe inaperçu avec le social media, avec tout ce qu'on voit aujourd'hui, on partage tout. On n'est pas très loin. Comme les gens pensent qu'on est très loin, on n'est pas très loin. Et j'espère qu'on aura l'occasion. Je ne sais pas pourquoi je tremble. C'est le droit à la parole. Oui. Même savoir tenir un micro, c'est bien. Il faut qu'on l'apprenne ensemble. Non, je suis journaliste. Mais je vous jure que c'est très important. Oui, mais je trouve que aussi c'est l'occasion à jamais de faire part ici de toutes les femmes tunisiennes. Je fais toujours d'appels pour les femmes tunisiennes. Il faut relever le micro, il faut relever le micro. Comme ça, oui, je ne vais pas chanter. Ben voilà, je trouve que c'est l'occasion à jamais de répéter des occasions pareilles, de partager avec toutes les femmes qui sont là, surtout en Europe. Je parle de la Belgique d'abord. Je suis ravie de trouver une personnalité libanaise. C'est ce qu'on a exactement à Anvers. Une Tunisienne qui est toujours présente dans toutes les activités et tout le monde disait hey, du Marocain, je suis la seule Tunisienne. Il y a aucune Tunisienne à côté de moi. Je cherchais vraiment des femmes tunisiennes actives. Des femmes tunisiennes qui peuvent aussi aider les gens qui sont en Tunisie. Pas parce qu'on est en Europe qu'on ne donne rien. Non, on a plus d'idées, on voit les choses autrement. On a des idées tout à fait, on va dire, plus ou moins différentes. Parce que les femmes tunisiennes en Tunisie, ils ont beaucoup de problèmes. D'abord, on est éduqués comme ça. On est né comme ça. On est né dans la peur et la négation. Ne fais pas ça, ne sortez pas. Et surtout, lorsqu'on parle de la politique, alors là, ça devient horreur. Vraiment, c'est comme elle va dans une guerre, elle va dans le terrorisme. Dès qu'on parle de la politique, il n'y a personne de la famille qui va encourager sa femme ou bien sa sœur ou bien je ne sais pas qui. D'abord, c'est la crainte. Il n'y a aucune confiance en aucune partie politique. Rien. Tellement il y en a trop de choses, tellement on a promis des choses, on n'a rien vu. On n'a rien vu. Et de plus, les Tunisiens, je parle avec un grand T, ça veut dire homme ou femme, ils ne peuvent pas prendre la décision. Ils n'ont pas confiance. Ça, c'est ce que j'ai remarqué. On change tellement de paroles, on donne des promesses. On a créé nous-mêmes des problèmes. On a créé nous-mêmes les problèmes. On parle politique partout. On pense que la liberté après la révolution, c'est une liberté juste de parole. Tout le monde peut dire ce qu'il veut. Dans les plateaux de la télé, j'ai honte de regarder les émissions.
soit on trouve vraiment des choses hors de la Tunisie, rien à voir avec le quotidien de la Tunisie en fait. Soit on trouve des débats et des mots gros, on parle, on insulte, on fait des choses qui ne donnent pas appétit à regarder. On n'encourage personne. On a donné pendant les derniers temps une mauvaise impression de la Tunisie. On a trouvé vraiment des gens qui sont là, au lieu d'aider, on va dire, ce qu'on est arrivé et la valeur de la révolution qu'on a gagnée, on trouve juste de l'expression, rien d'autre que de l'expression pour insulter ou rien faire. J'espère qu'à travers on va dire des débats pareils, ça sera aussi en Tunisie. On le fait ici en Belgique, c'est vraiment une grande variété, une grande opinion, une grande variété on va dire des paroles, des gens qui respectent bien ce qu'ils disent. Mais si on parle en Tunisie, on voit autre chose et on ne voit pas ce qu'on va appliquer. On va essayer d'être indulgents aussi un peu avec nous-mêmes. Je veux dire que ce soit la cause des femmes ou la cause démocratique en Tunisie. Je pense que les gens font de leur mieux. C'est bien d'avoir des critiques effectivement pour aller plus loin, mais on vient de loin aussi. Je veux dire, les pays du monde arabe souffrent depuis très longtemps. On ne va pas changer comme ça le monde très vite. Donc soyons indulgents et indulgentes aussi. Par rapport à la création d'Aoussa, par exemple, moi je suis venue du Liban en 98, et c'est vrai, avec ses amis avec qui on a fondé l'association, on a remarqué que les femmes du monde arabe n'étaient pas représentées dans les associations, et elles étaient présentes surtout dans les associations d'alphabétisation. Donc la femme d'origine arabe était investie comme une femme analphabète, passive, etc. C'est pour cela qu'on a créé Aoussa, pour changer un peu l'image aussi des femmes originaires du monde arabe. Il faut toujours un moteur, il faut toujours un petit noyau, et après les choses se mettent en marche. Donc ne vous découragez pas, créez un peu, trouvez des personnes avec qui partagent vos idées, créez un noyau, et Aoussa aussi peut soutenir des initiatives de femmes, qu'elles soient tunisiennes ou pas. Donc n'hésitez pas à toquer à notre porte pour nous soutenir aussi. Je veux dire en fait un petit mot par rapport à la question de la participation de la femme dans la politique. Ce n'est pas vraiment spécifique de la société tunisienne, c'est universel parce que les questions, voilà, donc spécifier ça, aider ça, les questions à la femme tunisienne, donc c'est universel parce qu'il s'agit d'une question de domination masculine et question de division des tâches. Et c'est une reproduction qui revient, et je reviens moi à la question, parfois oui, c'est la femme qui est l'ennemi de la femme. C'est elle qui reproduit ça à travers la socialisation au sein de la famille, j'ai déjà cité des exemples, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, mais ça existe partout dans le monde. Et ça, comme elle a dit Madame Bakar, c'est un combat qui continue en fait, il ne faut pas être très pessimiste. Pourquoi vous n'organisez pas en Verse aussi des rencontres et invitez les gens? Oui, ça, on est là aujourd'hui pour ça. C'est la première invitation que je reçois. Je voulais juste répondre à Madame à propos de génération. C'est vrai que le problème se pose. Mais moi, j'ai pas une vision pessimiste par rapport à tout ça. Je trouve que c'est vrai que ma génération à moi, c'est la génération qui est arrivée juste après l'indépendance. Et nous avons été très imbibés de ce qu'on appelle aujourd'hui l'esprit bourguibien, où on a eu droit à l'éducation relativement facilement, on a eu droit à l'embauche, etc. Mais après, les choses ont commencé à se compliquer. Mais je trouve que aujourd'hui, la suite et la succession est bien prise. Par exemple, entre Neged et moi, il y a une génération déjà. Et il y a certainement aujourd'hui des jeunes, encore plus jeunes que Neged. Et quand on parle aujourd'hui de la société civile tunisienne, grâce à qui nous avons pu sauver les principes fondamentaux de la démocratie, du modernisme, du progressisme, à l'intérieur de la Constitution et même ailleurs, la société civile aujourd'hui, c'est des associations qui sont menées par les femmes, presque essentiellement. Donc elles sont là, elles se battent, mais le chemin est long et il n'est pas très très simple. Nous sommes même dans une phase très ambiguë, parce que nous sommes présents, nous agissons,
Nous sommes très influentes, même, je l'ai dit tout à l'heure, même à l'intérieur des partis, même les partis les plus radicaux, les partis les plus de gauche et les partis les plus progressistes. Juste, il nous reste à faire ce pas d'être à l'avant-garde. Et ça, c'est un exercice qu'on devrait faire sur nous-mêmes. La formation politique dont parlait Najid et qui est quasi absente malheureusement est très importante pour les femmes, pour les jeunes aujourd'hui, et faire tout un travail sur soi-même pour se dire c'est ma place, elle me revient de droit, je la prends. C'est tout. Merci donc de nous rappeler que les luttes, ça se rache mais ça ne se donne pas. Donc, y compris au niveau de l'émancipation de la femme, oui, au niveau de l'égalité. Deuxième élément, peut-être il faut toujours regarder, non pas simplement à partir d'une spécificité, parce que ça nous aveugle donc par rapport à une réalité, mais de l'ouvrir par rapport à d'autres traditions et à d'autres pays. Lorsque vous parlez donc que la femme est plutôt derrière, celle qui, la parole, elle ne se donne pas directement, donc elle doit arracher cette parole. En réalité, on le retrouve dans d'autres pays, y compris ici en Europe. Bourdieu parlait à un moment donné donc que les femmes, dans la division sexuelle de travail dans le champ politique, généralement les ministères de cœur, on le donne aux femmes. Et le ministère, le vrai ministère de décision, on le donne aux hommes. Quel est le lien entre cette parole et celle que vous avez faite? C'est le patriarcat lui-même, y compris la tradition et la tradition religieuse, qui renforce cette forme donc de distinction et de partage, en tout cas inégalitaire, entre hommes et femmes. Et déjà, Mernissi, Fatma Mernissi, que vous connaissez très bien, dans son livre « Le harem politique », où parlait du Maroc, et en réalité parlait du monde arabe et musulman, et en interview en France, lui ont posé la question en Sombla, et elle a dit aussi, en France, il y a un harem politique. À l'époque, je crois c'était fin des années 90, début des années 2000, au Sénat, il n'y a que 4 femmes. C'est un harem politique. Vous voyez qu'on partage un socle commun dont la lutte est commune en même temps, parce qu'il y a une sorte de patriarcat qui divise et qui, en réalité, discrimine un certain nombre des femmes, particulièrement, je pense, à des femmes qui n'ont pas réellement le pouvoir, parce que vous avez un pouvoir moral, intellectuel et en même temps en tant que cinéaste, mais je pense à la majorité des femmes, par exemple tunisiennes, qui n'ont pas chapitre à prendre ce type de parole. Merci beaucoup. Est-ce que l'État en Tunisie accompagne cette montée des femmes sur la scène de travail et la scène politique? Je vous donne un petit exemple. En Jordanie, les femmes travaillent et elles ont des problèmes. Il n'y a pas de crèches pour les enfants, pour garder les enfants, il n'y a pas ci et ça. Est-ce qu'en Tunisie, c'est le cas ou pas? Et je vais raconter une anecdote, mais ne la prenez pas comme une provocation, mais c'est presque aussi... c'est une question que beaucoup de gens dans le monde arabe posent. Il y a quelques années, j'avais 20 ans et je partais à Namur. Et je partais à Namur avec Madame Thérèse Gasto, qui était directrice du bureau des Nations Unies à Bruxelles, pour donner une conférence sur la Palestine. Et dans la voiture, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, elle avait une quarantaine d'années, je lui dis, est-ce que vous êtes mariée? Elle m'a dit non. Parce qu'une femme ne peut pas réussir sa vie professionnelle et sa vie familiale. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Moi je pense sincèrement que c'est des parcours très particuliers. Mais en Tunisie, l'infrastructure sociale est relativement bien organisée, c'est-à-dire il y a beaucoup de crèches, elles n'ont pas été spécialement conçues pour les femmes qui veulent faire une carrière politique, mais pour une grande majorité des femmes qui travaillent comme ouvrières, qui travaillent dans les professions libérales, dans l'administration, etc.
Mais moi, je trouve qu'actuellement, ce qui est bien, c'est que l'État ne se mêle pas, par exemple, de placer des femmes qui n'ont pas de compétences. Moi, je serais contre. Parce que les femmes qui occupent réellement des postes importants dans l'administration, c'est des femmes compétentes. On ne leur fait pas de cadeaux. Même si la politique a toujours joué cette carte de la Tunisie, les femmes tunisiennes, etc. Mais je pense qu'on a dépassé ce stade et qu'aujourd'hui les femmes sont en train de mener réellement leur combat au quotidien. Il ne faut pas que ça aille ni trop vite ni trop lentement. On est en train de prendre le temps qu'il faut, mais on est là. On est là et je suis désolée, bon, tout le monde parle de moi comme un cas exceptionnel, mais moi je considère, peut-être on me voit plus parce que j'ai choisi un métier plus médiatisé, mais des comme moi, il y en a des centaines et des milliers de femmes, et chacune est en train de se battre et de gagner sa place dans son domaine. Il y a des domaines qui sont moins visibles que d'autres, mais elles sont là, et réellement j'insiste beaucoup sur le rôle des femmes aujourd'hui. Quand les gens se détournent un peu des partis politiques, eh ben, tout le monde se tourne vers la société civile, tout le monde cherche la réponse dans la société civile, et cette société civile est presque à 70 ou 80% composée de femmes. N'est-ce pas, donc, j'étais très étonnée d'entendre tantôt qu'il y a tant de gens qui n'ont pas confiance dans la politique ni la justice. Comment ça se fait? Il faut changer la société un peu. Éduquer, hein. Non, il faut changer aussi les partis. Oui. Moi je suis dans un parti et j'ai joué tardivement ce rôle, mais moi je pense qu'actuellement, la société tunisienne a de bonnes raisons de ne pas plus avoir confiance dans les partis politiques. Il faut se le dire. Donc c'est les partis politiques qui devraient changer, qui devraient plus fonctionner, comme je disais tout à l'heure, à partir de l'exemple de cette femme, avec plus d'intégrité et plus d'amour pour ce pays que d'intérêt pour leur parti et de petits intérêts pour eux-mêmes. Il y a une lutte de pouvoir qui a débouché à partir des élections de 2014 la nature même des gens qui font la politique. Malheureusement, même certaines femmes aujourd'hui qui sont nos représentants à l'ARP ne fonctionnent plus de la même manière. Les luttes ne sont plus des luttes ni de principe, ni idéologiques, ni d'idées. Aujourd'hui, c'est des luttes de pouvoir. Qui va, oui, le pouvoir et l'argent pourri derrière le pouvoir, etc. Et le seul espoir aujourd'hui qui reste, c'est la société civile. C'est triste de dire, et c'est les partis qui doivent comprendre ça. Que le peuple n'est pas naïf et qu'on ne peut plus continuer à le berner, à l'utiliser de cette manière-là. Quand je dis le peuple, les femmes, y compris les femmes, bien sûr. Et c'est la raison pour laquelle les jeunes n'adhèrent pas. Les jeunes se désistent aussi de la politique. Tout le monde est actuellement. Donc, moi, je pense que la solution doit venir des partis. C'est à eux de faire mea culpa et de se regarder bien dans les miroirs et de se dire même moi je trouve légitime quand on fait de la politique, le but c'est d'avoir le pouvoir. Ça, on va pas changer le monde, mais de quelle manière et pour en faire quoi, là est la vraie question. Est-ce que c'est uniquement pour se remplir les poches et être le décideur de tout, de la vie et de la mort dans un pays, ou est-ce que c'est vraiment pour essayer d'améliorer les conditions de vie d'une société? Encore une question dans le fond. Oui, juste avant, excusez-moi, mais cette rupture de confiance n'est pas juste en Tunisie, même en Belgique, même en Europe, même partout. Mais pas à ce point quand même. Le pourcentage est 3-4. En Belgique, on est obligé de voter, malheureusement. S'il n'y avait pas la liberté de vote, il y a quand même une méfiance par rapport aux politiques en général. Et courageux. Il faut des citoyens qui sont critiques et qui mettent les choses. Allô, oui, j'avais une dernière question, enfin une petite question. J'ai vécu 30 ans en Tunisie, je connais assez bien la famille tunisienne, enfin le champ que j'ai côtoyé, et j'ai remarqué que la société est plutôt matriarcale. En réalité, dans la famille, c'est la femme qui décide.
Alors comment cela se fait-il qu'en dehors de la sphère familiale, elle n'arrive pas à s'imposer? Moi je pense que c'est un peu le rôle des mères aussi. Parce qu'elles ont un rôle très important. Et dans la famille, enfin moi, toutes celles que j'ai côtoyées, c'était la maman qui décidait. Donc il suffirait peut-être... Si. Et je pense qu'il suffirait un peu jouer... Et dans beaucoup de partis politiques, c'est la même chose. C'est aussi des femmes. Mais on ne le remarque pas parce qu'elle reste toujours l'homme comme ça. Voilà, on a peur du père et c'est... Donc ça doit passer l'éducation de la maman, de transmettre... C'est moi le chef, mais c'est ma femme qui C'est pas par peur. Une femme tunisienne, la femme orientale, c'est la femme orientale d'ailleurs, libanais, marocaine, la femme orientale. C'est notre... Mais ça, c'est une illusion de pouvoir. C'est une illusion de pouvoir. Pas par peur. Alors, juste une précision par rapport à la société civile tunisienne. On aimerait bien qu'il y aurait plus de femmes, mais pour l'instant, la majorité des enquêtes qui ont été faites sur la société civile tunisienne confirment que la présence féminine, bien qu'elle soit virulente et parfois plus efficace dans certains domaines, mais d'un point de vue quantitatif, numérique, la présence féminine est beaucoup plus... Je parlais de qualité. Ah d'accord. D'intervention. Sur ça, mais d'accord. Il faut voir les statistiques et de compris quantitatives. Moi, je les Non, c'est juste une précision. Enfin, c'est les chiffres. Les chiffres sont plutôt 12 000 associations. 2000 à 40. 12 000 associations. Mais pour ce qui concerne la confiance dans la politique, le fait de faire la politique, je confirme là aussi que ce n'est pas une tendance uniquement qu'on voit en Tunisie, on voit ça partout. Et la preuve, vous voyez l'exemple français, avec les deux plus grands partis politiques, les plus anciens, etc., ce qui s'est passé dans les dernières élections présidentielles et législatives, et vous voyez la montée de la société civile, les nouvelles formes d'organisation des mouvements sociaux, et il y en a des mouvements sociaux en Tunisie. Donc là, on a plongé très vite, nous, dans un modèle post-politique ou démocratique tel qu'on l'a exercé jusqu'à maintenant, mais je crois bien que ça va dénoter une autre tendance, un autre changement dans la façon de faire de la politique. Donc ce n'est pas uniquement un exemple tunisien, c'est ce qui se fait au niveau pratiquement de tous les pays les plus démocratiques. Une dernière remarque que j'aimerais faire. Donc il y a une hésitation de la part des jeunes à participer, à voter, à faire de la politique de la façon qu'on connaît jusqu'à maintenant. Il y a aussi une hésitation de la part des femmes. Alors que dire quand on est jeune femme? Là, ça se complique davantage. Et ça, ce n'est pas parce que tout simplement ces jeunes femmes n'ont pas confiance en elles. C'est parce que leur vécu, leur situation actuelle en Tunisie est une situation très défavorable. Je vous donne un chiffre. Eh ben, au niveau de l'instruction, parce qu'on a parlé du niveau d'instruction, on commence à voir une tendance où les filles ont un niveau d'instruction plus élevé que celui des garçons. Ça se voit dans les recensements, mais aussi par rapport à la population estudiantine, parce que actuellement, elle est composée de 60% de filles et de 40% de garçons. À l'université, maintenant en Tunisie, on a 60% de filles et 40% de garçons. Donc on a beaucoup plus de filles diplômées que de garçons diplômés, les garçons par ailleurs qui ne croient plus dans le système éducatif et dans son efficacité. Et par rapport au chômage, nous avons un taux de chômage de la population féminine diplômée qui est le double de celui des garçons. Donc on a une moyenne de 30% avec 50% de taux de chômage des jeunes filles diplômées. Donc quand on est dans cette situation, on n'a plus confiance dans le système lui-même, on n'a plus confiance dans la politique, on n'a plus confiance dans les promesses, et c'est pour cela, par ailleurs, que ces jeunes filles ne participent pas à la chose publique. C'est pour cela qu'on demande une deuxième rencontre au comité pour continuer les débats, parce qu'apparemment tout le monde a beaucoup de choses à dire et c'est très riche. Merci beaucoup encore Madame Bakar, merci à vous toutes et tous pour vos interventions et à une prochaine, j'espère, ici. Je voudrais remercier au nom du comité de vigilance Madame Bakar, Madame Noura Hamar et Najat
Je salue toutes les femmes tunisiennes et arabes à travers vous, et chapeau bas. Les deux hommes encore avec. Toutes les femmes aujourd'hui. Et je voudrais juste faire un petit rappel. Le 24 février, le comité de vigilance organise ici une conférence débat d'immigration dans un état de droit, regard croisé entre la Belgique et la Tunisie. Donc avec M. Ali Belhaj qui sera là, M. Alexis de Soif qui est président de la Ligue des droits de l'homme en Belgique, et Jean-Michel Lafleur qui est sociologue à l'université de Liège. Donc voilà, soyez au rendez-vous. Les lieux, c'est où? Ici, au centre culturel. On va faire une photo de groupe comme d'habitude ou bien vous êtes intéressés? De femmes et les hommes ici. Ah,